FO, Force ouvrière, la CGT et FSU ont boycotté la réunion de ce mardi. Alors, réaction de Manuel Valls à la clôture de cette conférence. On écoute le Premier ministre français. Un refus prolongé du dialogue serait une posture incompréhensible. La situation de notre pays exige de tous un sens élevé des responsabilités. Le dialogue social est une méthode. C'est aussi la voie privilégiée pour éviter les conflits et, le cas échéant, en sortir. Pas le renoncement à la réforme, pas le refus de dire la vérité, pas le pourrissement, pas la démagogie. Pascal Pavageau, bonsoir. Vous êtes secrétaire confédéral de Force ouvrière en charge du secteur économie. Est-ce que ce n'est pas irresponsable, alors qu'il y a 5 millions aujourd'hui de chômeurs en France, de ne pas aller à cette réunion qui est axée essentiellement sur le chômage? Est-ce que ce n'est pas irresponsable vis-à-vis des 5 millions de Français qui sont aujourd'hui au chômage? D'abord, on peut penser que la réunion de ce matin ou les ateliers de ce matin et ce qui s'appelle la conférence sociale ne va pas résoudre en une journée, malheureusement, une situation qui ne cesse de se dégrader de mois en mois depuis plusieurs années. Par contre, ce qui est potentiellement irresponsable, c'est d'annoncer les mesures et les décisions qui vont être prises avant le dialogue, ce qui a été fait en l'occurrence par le gouvernement et le Premier ministre la semaine dernière. Donc il y a 2 points majeurs qui expliquent que Force ouvrière ne se soit pas joint ou soit partie de cette conférence sociale. Il y a d'abord la méthode, c'est-à-dire que nous, on ne va pas négocier avec un revolver pointé sur la tempe ou on ne va pas assister à rester sans broncher face à une sorte de diktat social qui est de dire je pense donc tu suis, faites ce que je dis, j'ai décidé tout seul dans mon coin la semaine dernière et vous devez discuter de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'ils ont décidé sans vous concerter? Vous avez plein de choses. Oui, il y a l'histoire du report de compétitivité, il y a l'histoire par exemple de la négociation dite de modernisation du dialogue social qui de fait est un échec en matière de discussion entre nous, interlocuteurs sociaux, depuis plus de 3 ans et qui montre que nous on ne peut pas avoir de négociation sur le sujet. Mais il y a la question des seuils. Toujours, pardonnez-moi, sur les seuils, en France si vous me permettez, les seuils, parce que c'est quand même là caricatural. On nous parle de dialogue social et on nous explique qu'il faudrait supprimer par exemple le comité d'entreprise ou d'autres instances représentatives du personnel dès lors qu'on franchit un seuil, par exemple 50 salariés. Donc tout ça est proprement contradictoire et en plus, le Premier ministre n'est pas dans son rôle en imposant aux interlocuteurs sociaux de la négociation collective qui répond en l'occurrence de notre liberté de choix de fixer un agenda social. Donc il y a la méthode et après il y a le fond, c'est-à-dire la politique économique totalement suicidaire de la poursuite du pacte de responsabilité. Le pacte de responsabilité, c'est quand même au final 41 milliards d'euros distribués au patronat sans aucune contrepartie ni conditionnalité en matière d'emploi ou en matière sociale. Le tout financé par 50 milliards Pavageau, que nous payons tous. Qui aujourd'hui, on pointe du doigt, vous pointez du doigt le patronat, mais qui embauche aujourd'hui en France? Alors, il y a l'État, la fonction publique, mais qui embauche en France? Mais nous faisons la différence. différence. Ce n'est le patronat. Ce n'est pas le patronat qui embauche. Excusez-moi, ce sont les entreprises. C'est les entreprises. Mais qui est à la commode de ces entreprises? Ce sont les patrons. Je rappelle, premièrement, qu'il y a aujourd'hui en France 5,4 millions de fonctionnaires et d'agents publics. À la limite, passez-moi l'expression, c'est la plus grosse branche, c'est le plus gros secteur. 5,4 millions aujourd'hui de travailleurs dans le pays sont des agents publics. Les gouvernements successifs ont supprimé plus de 400 000 emplois publics depuis 2007. Ce n'est pas irresponsable dans le contexte, alors que les besoins publics ne cessent d'augmenter. Premier élément. Maintenant, sur le secteur privé, ce n'est pas M. Gattaz, ce n'est pas le patronat, les responsables patronaux qui embauchent, ce sont les chefs d'entreprise. Oui, mais les chefs d'entreprise, ils disent fonction... tous... Oui, mais Pascal Pavageau, ils disent tous la même chose, les chefs d'entreprise. Ils disent que les charges patronales sont beaucoup trop élevées pour eux, que leurs marges sont de moins en moins importantes et donc qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'une baisse de ces charges patronales pour être plus compétitifs. Ce qu'ils disent tous, voilà ce qu'ils disent tous dans les comités stratégiques de filière industrielle, où là, pour le coup, vous avez des acteurs économiques, chefs d'entreprise, grands donneurs d'ordre, sous-traitants,
qui sont, on va dire, qui s'expriment de façon indépendante de la posture et de l'idéologie de ceux qui sont censés les représenter, dont je rappelle que nous n'avons toujours pas la représentativité patronale, donc on pourrait se poser la question de savoir ce que représente réellement le MEDEF. Ces chefs d'entreprise, dans les comités de filière, qu'est-ce qu'ils disent ? Que représente, pardonnez-moi, moi je vous retourne aussi l'argument, que représente aujourd'hui véritablement les syndicats FO, c'est 300 000 adhérents en France. D'abord, FO, c'est 500 000 adhérents en France, premier élément. Deuxième... Là, il y a toujours une bataille des chiffres sur le nombre d'adhérents. Oui, mais sauf que maintenant, depuis la loi de 2008, 500 000. Allez, 500 000, allez, 500 000, allez, on va dire 500 000. Sur le nombre de salariés en France, qu'est-ce que vous représentez ? Écoutez, moi, je ne connais pas votre statut ou le statut des gens qui nous entourent, sauf que 93% des travailleurs en France sont couverts par une convention collective ou par un statut. Premier élément, c'est le record mondial. Qui obtient, qui négocie, qui permet au final à ce que l'intégralité des travailleurs bénéficient des accords négociés par les organisations syndicales, si ce n'est les organisations syndicales. On est les premiers à regretter que peu de travailleurs et que peu de salariés souhaitent militer, adhérer, s'engager. Mais lorsque nous avons un accord dans une entreprise, plus de 85% des accords négociés dans les entreprises aboutissent. Lorsque nous avons un accord qui est négocié dans une branche et qui aboutit, ou un accord interprofessionnel, le bénéfice est universel à tous les travailleurs, à tous les salariés de la branche ou du secteur ou de l'entreprise concernée. Oui, ça, c'est notre modèle social. Mais vous ne dites jamais, Pascal on n'est Pavageau, pas dans la logique du syndicalisme de service. Vous ne dites jamais les syndicats lorsqu'on est en crise, et c'est par exemple ce que disent les syndicalistes allemands qui travaillent quand même plus en concertation avec le patronat que vous. Non, quand vous êtes par exemple, pardonnez-moi, en période... De façon différente. Ça n'a rien à voir. Modèles sont, excusez-moi, mais les modèles sont radicalement différents. Et effectivement, l'impression peut donner qu'à un moment donné, il y a une sorte de co-construction entre le syndicalisme allemand et le patronat allemand, mais encore une fois, ça n'est pas du tout les mêmes modalités d'accord. Et il y a des endroits de certains pays, y compris un peu en Allemagne, où il faut être syndiqué pour pouvoir bénéficier, par exemple, de l'assurance chômage. En France, si vous avez la liberté de ne pas vous syndiquer, par contre, ce qu'obtiennent les syndicats par la négociation collective bénéficie à tous de façon universelle. Mais Pascal Pavageau, la différence peut-être entre la France et l'Allemagne et le syndicalisme ici en France, c'est qu'on défend toujours des acquis. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas, pourquoi est-ce que les syndicats ne pourraient pas dire à leurs salariés, et peut-être que les salariés, ils sont prêts, j'ai souvent reçu des chefs d'entreprise ici sur le plateau qui disent les salariés sont souvent bien plus prêts à plus de flexibilité que les syndicats, de dire aujourd'hui on est en période de crise, il y a 5 millions de chômeurs en France, soyons plus flexibles sur les contrats de travail, soyons plus flexibles, acceptons un chômage partiel le temps que l'entreprise se redresse pour récupérer ensuite un emploi à plein temps, et que les syndicats finalement ont une sorte de posture, on reste sur nos acquis et il n'y a pas de flexibilité par rapport à l'environnement. En ce qui concerne Force ouvrière, nous ne restons pas sur des postures, des dogmes ou des acquis. Nous avons toute une série de revendications. Je vous prends 2 exemples très concrets qui sont des réalités. La Banque publique d'investissement, qui globalement aujourd'hui est mise en place, c'est une revendication de Force ouvrière en 2009, qui a été ensuite concrétisée par l'exécutif qui a été élu le moment venu. Le commissariat général à la stratégie et à la prospective, qui permet aujourd'hui de vrais débats prospectifs et stratégiques pour la France. C'est le retour du commissariat au plan qui le revendique en 2011, si ce n'est Force ouvrière. Donc il y a plein de revendications que nous portons. Là où on a une difficulté, c'est qu'en face, tant du côté gouvernemental avec la politique d'austérité, que du côté patronal avec soi-disant un débat qui serait la compétitivité coût du travail, c'est-à-dire qu'il faudrait continuer à travailler plus à moindre coût. Nous avons un refus systématique de permettre de faire aboutir les revendications. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les succès syndicaux sont d'éviter que ce que l'on veut nous imposer en matière de retrait soit le moins pire possible. Il n'y a rien en matière, il n'y a plus de grain à moudre, on nous refuse le grain à moudre et on nous refuse d'avancer. Mais les organisations syndicales, et en particulier en l'occurrence Force ouvrière, a un cahier de revendications extrêmement bien rempli et qui ne cesse de se remplir depuis des mois qu'à chaque fois on le lui refuse en matière de discussion, de négociation et d'aboutissement au final. Donc on ne peut pas dire que les organisations syndicales ne sont pas dans la revendication pour, effectivement, c'est logique, gagner des droits nouveaux, faire progresser les droits acquis, et au final... Oui, mais vous êtes, voyez, sur les droits, gagner des droits nouveaux, gagner des droits acquis, mais est-ce qu'il ne faut pas lâcher de temps en temps ces droits? C'est la question que je vous pose. Fondamentalement... Est-ce qu'il ne faut pas de temps en temps lâcher ces droits, ces acquis quand on est en crise? C'est une erreur fondamentale que d'attaquer aujourd'hui
aujourd'hui le CDI que d'attaquer la règle de l'emploi c'est ce que l'Allemagne a fait, sécurisé. Non, ils l'ont fait sans les organisations. Ils ont beaucoup plus de flexibilité en termes de travail. Il y a 5% de chômeurs, vous avez envie on de a travailler, 5 millions. vous n'avez pas envie, je pense, de travailler pour 400 € par mois. Vous n'avez pas envie d'avoir 14% de travailleurs pauvres. En France aussi. Non, ils sont France... 6%. Ils sont 6% en matière de... Non, la population, il y a 14% de, aujourd'hui, population à pauvreté. Mais il y a 5 millions de chômeurs. Mais il y a 5 millions de chômeurs parce que le chômage ne se résorbe pas par la flexibilité, il se résorbe par la croissance. Or, pour retrouver de la croissance, il n'y a que 2 leviers en France. Et ça, c'est une réalité. C'est pas un dogme, c'est une réalité sur plus de 30 ans. C'est la consommation. Et pour avoir de la consommation, il ne faut pas une politique de l'offre, il faut une politique de la demande qui permette d'augmenter de façon substantielle et significative l'ensemble des salaires. Premier élément. Donc il faut une augmentation des salaires. Le deuxième, c'est l'intervention publique. 70% de l'emploi privé dans un département rural en France dépend de la commande publique, dépend des marchés publics, justement parce qu'il y a une crise et que la commande privée aujourd'hui est tâtonne. Donc on a besoin d'un changement radical, totalement inversé de ce que poursuit aujourd'hui le président de la République, parce qu'il s'est enfermé dans le diktat aujourd'hui de l'Union européenne et aller vers de l'augmentation générale de salaire pour avoir de la consommation, pour permettre la croissance, et de l'intervention publique pour recréer un petit peu d'activité et donc un investissement productif. C'est ça qui créera de l'emploi. Merci Pascal Pavageau d'être venu sur le plateau de France 24 de Force ouvrière. Je vous retrouve dans un instant pour un nouveau journal. On reviendra sur la situation en Israël et dans les territoires palestiniens. Nous irons à Gaza et nous irons également dans le sud d'Israël, à Sderot. À tout de suite.